Bonsoir, bienvenue dans votre émission Studio Lacan. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour le Divan dans le Monde Alexei Greenbaum, philosophe et physicien, pour discuter avec lui des impacts éthiques des machines parlantes que sont les IA génératives de langage. Notre questionnement pourrait se formuler ainsi. Avons-nous affaire à une évolution décisive de la condition humaine touchant la définition de l'homme ? Et dans ce cas, quelle est l'éthique à inventer pour répondre à ce qui fait dorénavant notre monde ? Studio Lacan, c'est parti. Merci beaucoup Alexei Greenbaum d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Comme le disait Caroline, vous êtes physicien et philosophe. Vous êtes également directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, spécialiste de la théorie de l'information quantique. Et puis depuis une vingtaine d'années, vous vous intéressez particulièrement aux questions éthiques posées par les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et à ce titre, vous êtes membre du CNPEN, donc le Comité national pilote d'éthique du numérique, qui a été créé en 2019, je crois. Vous êtes l'auteur de nombreux articles de référence et de 2 ouvrages en particulier. En 2019, Les robots et le mal, et en 2023, Paroles de machine, paru chez Humaine Science. Parole de machine, donc ça s'adresse plutôt au grand public et trace les contours du paysage actuel de l'intelligence artificielle, puisque vous définissez finalement le fonctionnement technique pour permettre la mise en perspective des questions éthiques. Alors, le premier axe que nous vous proposons pour cet échange va porter sur l'évolution, justement cette évolution technique récente de l'IA et de l'IA générative. Les IA génératives en particulier, les modèles de langage dont nous allons parler, s'appuient donc sur des calculs statistiques pour analyser des corpus très importants de données et produire des contenus en établissement des relations, disons, probabilistes entre les éléments traités. Et donc ce fonctionnement a connu un boom, une amélioration extraordinaire en 2017 notamment, grâce à l'introduction dans les réseaux de neurones artificiels du mécanisme d'attention et en particulier des transformers. Et donc, pour commencer cette discussion, est-ce que vous pourriez préciser comment ces avancées ont permis justement ce bond dans le traitement de l'information, produisant ces effets fantastiques, et notamment en termes de ressemblance avec le langage humain ? Bonjour, merci pour votre question, Anne. Alors, il y a beaucoup de choses. Commençons, avant de parler de la révolution de 2017, commençons peut-être par un seul épisode historique. En 1965, un professeur au MIT du nom de Joseph Weizenbaum crée le premier agent conversationnel de l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui des chatbots. À l'époque, le mot n'existait même pas. Évidemment, les techniques étaient beaucoup plus élémentaires à l'époque, il y a 60 ans, beaucoup plus primitives, et donc son chatbot faisait une seule chose, il avait une seule règle, il prenait une phrase et il la transformait en question. J'adore le studio Lacan, tu aimes bien Lacan, etc., etc. Et quand Weizenbaum publie le résultat de ses recherches, il dit, moi-même, je savais bel et bien que c'était primitif, cette machine. Et pourtant, les utilisateurs, il était surpris parce que les utilisateurs qui savaient que c'était une machine, ils n'étaient pas du tout en situation de confusion. Oui. C'était pas ce qu'on appelle le test de Turing. Donc, ils savaient, les utilisateurs, que c'était une machine. Ils discutaient avec la machine et puis au bout de quelques phrases, ils commençaient à projeter sur cette machine des qualités humaines. Ils disaient, tu t'es fâché, ou ils disaient, tu es contente.
tout en sachant que c'était une machine. Cette machine qui ne faisait que renvoyer des phrases. Une technique psychanalytique, d'ailleurs, qu'on appelle rogérienne. Et vous voyez, on ne répète pas n'importe lesquels. Voilà. Pas n'importe lesquels, mais vous voyez, le lien entre la psychanalyse et les chatbots, en fait, existe depuis 60 ans. Alors, la révolution de 2017, c'était votre question, on y vient, elle opère avec des systèmes, mais beaucoup plus élaborés que le système à base de règles de M. Weizenbaum, il a 60 ans. Bon, alors, dans ces systèmes, d'ailleurs, il n'y a pas de règles, comme vous l'avez dit, il n'y a que du calcul mathématique des corrélations. C'est ce que fait un réseau de neurones artificiels. Et je vous raconte en 2 points les transformers, cette architecture qui inclut ce que vous avez appelé le mécanisme d'attention, vous avez raison. Mais avant de vous livrer ces 2 points, peut-être un mot, quand même, pour que nos auditeurs voient d'où viennent les transformers. Ils ne viennent pas de M. Weizenbaum, ça c'est très loin. Mais en fait, ça vient de quelque chose tout le monde connaît, vous le connaissez parfaitement bien. Quand vous commencez à taper une phrase dans un moteur de recherche, ça vous propose automatiquement de la compléter. Les logiciels de complétion automatique de mots, tout le monde connaît ça. Ça date des années 2000, et puis une dizaine d'années plus tard, on a compris qu'un logiciel qui peut compléter un mot, peut-être écrire 2-3 mots, peut-être 2-3 lignes, peut-être un paragraphe entier. Et donc, les travaux sur l'IA générative de texte, alors, proviennent de cette lignée technologique que tout le monde connaît. Vous voyez, cette révolution ne tombe pas du ciel. Bon, alors maintenant, en 2 points, un transformer. Oui. Un transformer, c'est donc un réseau de neurones artificiels, de petites calculatrices pour faire simple. Les calculatrices absolument élémentaires qui calculent la somme des entrées, c'est tout. C'est du calcul des 0 et des 1. Il n'y a pas de compréhension de quoi que ce soit. Et donc, les calculatrices, vous en mettez beaucoup ensemble. Et cet énorme réseau, beaucoup, autrefois c'était des milliers, aujourd'hui c'est des dizaines, centaines de milliards ou des trillions de ces calculatrices. Et donc, cet énorme réseau de neurones artificiels joue au cache-cache avec lui-même. Alors, joue au cache-cache avec lui-même, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il apprend sur un énorme corpus de texte, des téraoctets de texte, des dizaines de milliers de fois à la Bibliothèque nationale de France. Et il va se cacher un mot quelque part, et puis essayer de deviner à travers le calcul, donc, ce que ce mot c'était. Alors, quel était ce mot ? Donc, par exemple, je ne sais, lion. Alors, je ne sais pas quelle est la signification pour nous du mot lion sur le plan psychanalytique, mais lion. Alors, lion, il calcule que, par exemple, c'était 60% lion, 30% je ne sais, tigre, bon, allez, et puis 10% que, par exemple, c'était, on va faire simple, savane. Alors, parce qu'il y a une corrélation, donc un lien entre savane et lion. Il calcule les corrélations, il fait ça des trillions de fois pendant des mois entiers. Cela s'appelle apprentissage par auto-supervision. Pourquoi auto-supervision ? Parce qu'il n'a pas d'être humain qui dicterait des règles. Non, il n'a pas de règles, il n'a pas d'être humain, il n'a que du calcul derrière. Et donc, c'est très important, l'autosupervision, mais ça n'est pas encore l'essence de la révolution de 2017. Et donc, il faut y ajouter cette dernière petite chose dont je pense que vous avez fait mention aussi. Pas le mécanisme d'attention qui est trop mathématique pour être présenté rapidement maintenant, mais la tokenisation. La tokenisation, je vous la présente en un mot. Est-ce que je peux l'articuler à une question ? Oui. Parce que, qui était prévue et qui est quand même importante pour nous, lacaniens. Voilà. Donc, je vous ferai partir sur la tokenisation après. Qui existe, cela dit, depuis, je crois, les années 50-60, cette technique de... En tout cas, c'est ce que ChatGPT m'a dit, lui-même. Alors... le terme intelligence artificielle existe depuis les années 50. Non, mais les tokens, apparemment. La tokenisation a pas mal évolué. Donc, voilà, l'idée n'est pas nouvelle, mais les techniques de ce qu'on appelle les tokenizers derrière, qui tokenisent les textes, qui les divisent non pas en mots, mais en tokens, ça a énormément évolué. Alors, je vous explique pourquoi ça nous intéresse particulièrement et pourquoi je tiens absolument à formuler ma question. Donc, en effet, donc, le fonctionnement des IA génératives de langage, pourquoi on s'y intéresse ? C'est pas parce qu'on adore la technique, nous, on n'est pas des mathématiciens ni des ingénieurs, c'est parce qu'on pense que ce point technique n'est pas décorrélé de l'éthique. Donc, il repose ce fonctionnement sur un traitement statistique, mais il ne s'agit pas, et là je veux débunker un espèce de préjugé courant, et cette analyse, elle ne porte pas sur le sens. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce traitement porte plutôt donc sur des relations probabilistes entre les tokens. Vous avez cité lion. Alors je vous dis, il n'y a pas d'interprétation psychanalytique totalisante de lion. Quelque chose qui vient souvent en psychanalyse, c'est qu'il ne bondit qu'une fois. Mais
en réalité, si on regarde de très près ce qu'est un token, c'est une unité qui est asémantique. Vous avez choisi lion, mais en fait, on peut décomposer manger en 2 tokens, man et G, qui n'ont pas de sens. Et lion, en tant que tel, n'est pas pris comme signifié. Il est pris dans quelque chose d'asémantique aussi. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est très important à noter. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais nous, ça nous parle énormément, psychanalystes lacaniens. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ça semble s'approcher de la théorie du signifiant lacanien, tel que Lacan l'a construit à partir de la linguistique structurale dans les années 60, d'une unité comme ça, hors sens, qui ne se définit que par opposition avec toutes les autres unités et avec sa position par rapport à elle. Et ça, c'est très proche finalement du token. Enfin, voilà, dites-nous. Alors, il faut mettre les guillemets autour du mot asémantique, qui est au centre de mon livre Parole de machine, vous avez raison. Alors, asémantique dans quel sens ? Asémantique dans le sens où un token, alors un token, pour ceux qui se demandent encore ce que c'est, après un Q en français, il y a UQU, ça peut être un token. Après un Z en français, il y a très souvent un espace blanc, n'est-ce pas ? De manière purement fréquentiste, Z espace blanc, ça peut être un token. Et donc, quand vous regardez les tokenisations des textes modernes, enfin par les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous allez voir que en anglais, il y a énormément de tokens qui coïncident avec les mots. Parce que vraiment, la fréquence de ces mots est suffisante pour que le mot entier devienne un token. En français, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup plus de morceaux de mots, même pas des morceaux signifiants comme les morphèmes, les préfixes, suffixes, etc., mais des morceaux absolument fréquentistes. Et donc, on dit asémantique dans le sens où un token ne véhicule pas comme un mot un sens directement, une signification que perçoit tout de suite un être humain. Mais, et vous avez fait référence à cette théorie structuraliste, qu'est-ce que c'est que le sens ? Qu'est-ce que c'est que la signification ? Et il y a bien sûr tout un pan de théories qui disent le sens, ça n'est pas une référence à des choses matérielles, des tables ou des chaises qui existent dans le monde tridimensionnel. Non, non. Le sens, c'est le réseau des références. C'est l'ensemble des usages d'un terme, d'un mot dans la langue. Et l'ensemble de ces choses, c'est la signification du mot. Donc, vous voyez où dans certaines théories en linguistique, en philosophie du langage, le sens, comme exactement dans ce que vous avez cité, c'est l'ensemble de ces corrélations qu'un terme a avec un mot, possède avec tous les autres mots. Et donc, dans ce sens-là, oui, il n'y a pas de sens humain direct à un token Z d'espace blanc, mais derrière, on peut dire non, c'est pas complètement asémantique, complètement vierge, parce que il y a bien sûr tous les liens avec tous les autres tokens. Ce qui est fondamental dans un token, justement, que cette fenêtre, combien de tokens sont liés les uns aux autres, elle est totale et globale. Tous les tokens sont corrélés. Même si vous avez ici un mot qui a 10 000 pages d'un autre mot, il va être corrélé avec celui qui est 10 000 pages plus loin. Conceptuellement. Ouais. Donc, vous voyez, le cerveau humain fait ses opérations de manière absolument implicite. Vous ne pouvez pas dire, OK, bon, il a 17 ans et 3 jours, j'ai lu un livre où il y avait page 239, un mot qui m'a frappé. Non, votre cerveau n'est pas capable d'y penser consciemment, ou plus ou moins pas capable. Mais le transformer va corréler tout cela mathématiquement. Mais lui, il va le faire de manière exhaustive, tandis qu'un être humain, finalement, ces réseaux de signifiants les uns entre les autres, ils sont singuliers quand même. C'est-à-dire que justement, lion ne signifie pas pour moi la même chose que pour vous. Enfin, ça n'évoque pas les mêmes signifiants. La même chaîne, et on ne va pas relier Lyon à l'ensemble de tous les signifiants. Vous entraînez un autre modèle d'intelligence artificielle sur un autre corpus d'apprentissage, ce sera absolument pas pareil. Voilà. Donc là, il n'a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cherché à distinguer l'être humain de l'intelligence artificielle, et moi, je crois qu'il faut absolument distinguer les systèmes qui passent par le calcul de nos cerveaux, qui apprennent par une autre voie. Alors, les neurones dans nos têtes, ce ne sont pas les neurones artificiels. Et donc, les entrées, mais ce qui est frappant, c'est que les entrées sont les mêmes, c'est-à-dire des phrases en langue naturelle. Les sorties sont les mêmes. Vous parlez avec ChatGPT, il vous sort des phrases que vous lisez, vous les comprenez. Mais la voie, le chemin qui relie les entrées aux sorties n'est pas du tout la même. Et ce qu'on a découvert en fabriquant ces systèmes, c'est qu'il existe une autre voie, un autre chemin qui relie les mêmes entrées aux mêmes sorties. Bon, quand je dis les mêmes, il y a un peu d'inhumain qui entre par là et évidemment pas mal de questions d'éthique à travers ce petit élément non humain qui est entré par là, à travers le calcul. Mais quand même qu'il existe un autre chemin, ça c'est incroyable.
Alors justement, précisons alors les enjeux, notamment sur cette question de l'éthique et d'une éventuelle évolution de la condition humaine et de sa définition même. Voilà, il nous semblait en effet important de bien préciser ces éléments techniques qui sont corrélés. Donc ma question serait celle-ci, c'est dans l'IA, comment situer ce jeu qui parle, ce jeu qui nous parle. Et donc je me disais qu'il y avait deux manières d'aborder cette question, côté humain d'abord, puisque vous y accordez une place importante dans votre livre. L'utilisateur projette inévitablement sur la machine une intériorité, une profondeur, des intentions, des connaissances, etc. Vous dites même combien il est très difficile de s'extraire de ces projections. J'ajouterais qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec un certain nombre de personnes, soit les utilisateurs d'IA cherchent un genre d'efficacité, en supposant d'ailleurs un côté complètement athéorique à l'intelligence artificielle, soit dans un certain nombre d'autres cas, vous évoquez notamment les deadbots, ils cherchent à se faire croire à quelque chose. Donc voilà, c'est le rêve transhumaniste de régler, de résoudre le problème de la mort, entre guillemets. Donc voilà, et donc ça c'est le côté humain, mais il y a aussi le côté machine. On pourrait aborder cette même question du jeu qui nous parle côté machine, puisque vous parlez, je vous cite, d'individus numériques irréductibles à des dispositifs de calcul. Donc j'avais envie de vous demander si vous pouviez articuler ces deux questions. Alors, peut-être en 3 points. Ouais. Le premier point, même si vous savez que c'est une machine, vous allez faire des projections. Même si on vous a dit, voilà, vous avez signé un papier, je suis bien conscient que c'est une machine, mais vous allez toujours faire des projections. Donc, comme beaucoup de juristes aujourd'hui nous disent, non, il faut informer le consommateur que c'est un robot, mais vous pouvez très bien informer le consommateur, mais il se fera manipuler, mais totalement par ce robot-là, même s'il sait que c'est un robot. Bon, premier point. Alors, deuxième point, le jeu de la machine n'existe pas matériellement comme nos corps physiologiques, il existe à travers la relation linguistique qui nous relie avec ce chatbot, cette machine parlante. Et à travers cette relation, vous l'avez dit fort justement, nous projetons une sorte d'individualité, mais qui n'existe qu'à travers cette relation. Mais cette existence, elle est tout à fait efficace et efficiente, parce qu'elle a bien sûr une influence et un impact sur nous. Oui. Donc même si nous savons que c'est une machine, ce jeu qui émerge de la relation, il va nous influencer. Et l'exemple peut-être le plus parlant, c'est tous ces amis virtuels, assistants personnels qu'aujourd'hui on peut se créer facilement avec différentes applications, Replica, Character.ai et tout un tas de sites qui permettent de faire ça. Et ces chatbots émotionnels, ces chatbots qui ne sont pas là juste pour proposer un service comme un chat GPT qui va juste chercher à, réécrire un texte que vous avez mal écrit, d'accord? Mais un chatbot émotionnel qui va peut-être devenir une sorte de petit personnage qui vous parle. On a entendu parler récemment en Asie d'un utilisateur, d'ailleurs, ça fait scandale parce qu'il s'est suicidé. Aux États-Unis, il avait un cas comme ça. Ouais. Et avec une petite amie virtuel, en fait. Alors c'est le deuxième exemple de cette situation. Ce sont des gens qui sont déjà psychologiquement fragiles, que se font des amis virtuels. Et ces amis virtuels, vous savez, sont, comme on dit techniquement, alignés. C'est-à-dire, vous mettez des filtres et des contrôles parce qu'un transformer peut dire n'importe quoi, il peut insulter, il peut donner il ne comprend pas parce qu'il calcule. Il n'y a pas de connaissance ni de compréhension. Et donc, il faut mettre des filtres et de contrôles pour qu'il ne dise pas n'importe quoi. Et en particulier, on lui donne comme filtre, tu ne contrediras pas l'être humain, tu diras jamais non, c'est l'être humain. Ça dépend des modèles. Et donc, évidemment, un ami virtuel qui ne dit jamais non, et pour une personne fragile, elle va quelque part avoir un impact sur cette personne qui n'est pas toujours bénéfique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors le jeu, donc deuxième point, je disais, c'est un jeu qui n'existe qu'à travers la relation, et pourtant, il ne faut absolument pas dénigrer ou penser que c'est un jeu irréel. Il est tout à fait réel, mais à travers cette relation-là. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que l'individu numérique, il est là, il est présent à travers cette relation, même si vous ne pouvez pas le poser là ou là dans le monde matériel. Vous ne pouvez pas dire, voilà, il est dans ce studio et il me parle derrière cette table. Non. Et
la matérialité, en quelque sorte, ici, ne compte pas. Ce qui compte, et l'influence que cela fait sur l'être humain, c'est l'influence à travers la relation et les projections. Ce qu'il faut, et là où ça commence à être un peu touchy, un peu difficile éthiquement, c'est limiter ces projections si on va jusqu'en conflit, une tension. Donc, l'exemple le plus simple, ce sont les insultes, d'accord. Alors, oui, un être humain peut insulter, semble-t-il, parce qu'il est libre, mais une machine qui n'est pas libre, qui est fonctionnelle, beaucoup de gens pensent, ne devrait pas insulter. D'ailleurs, pas mal de psychiatres disent, non, si vous voulez créer un chatbot qui fait des traitements psychiatriques à des patients, il faut bien qu'il les insulte. Ça, c'est une technique qui existe. Bon. C'est une technique qui existe. Bon, merde. ChatGPT ne le fait jamais, d'accord, parce qu'il y a un filtre qui dit pas d'insulte. Il est très poli. Voilà. Mais il a d'autres situations. Elle peut vous donner des conseils non avisés, des conseils médicaux, des conseils juridiques, des conseils comme vous voulez, qui sont pas nécessairement très très bons. Et donc, vous pouvez encourir une petite perte, un petit dommage quand même, enfin quelque chose. Donc, qui est responsable ? Et la question de la projection de la responsabilité, là, vous voyez, on projette, vous l'avez dit, on projette des émotions, on projette une sorte d'individualité, surtout pas de personnalité, parce qu'une personne, là, serait responsable. Une personne, pour moi, ne peut pas être une personne numérique pure. C'est-à-dire, je ne projette absolument pas de personnalité, mais une sorte d'individualité et d'autonomie. Et comment casser ces projections au moment où le conflit arrive et pour qu'on ne fasse pas porter la responsabilité à une machine qui n'est pas une personne responsable. Ça, c'est la grande question de mon livre précédent, Les robots et le mal, mais j'en parle ici dans ce livre également. Aujourd'hui, juste pour peut-être rassurer plutôt vos auditeurs, les filtres et les contrôles qu'on met, dans la plupart des cas, sont tellement efficaces qu'on passe de l'autre côté. C'est-à-dire que les filtres sont parfois trop fort. Oui, d'ailleurs. Et parfois, on est même agacé. Oui, voilà, on s'agace, on dit, oh là là, mais ça sert à rien, c'est trop ennuyeux, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Voilà, c'est nous qui finissons par l'insulter. Voilà, donc en anglais, ça s'appelle over-policing, donc vous voyez, l'excès de contrôle. Ça devient vraiment ennuyeux. Donc on va jusque-là pour surtout ne pas avoir de problème, ne pas avoir de soucis. Mais dans certains cas, de certains modèles, alors il n'y a pas que ChatGPT ou Gemini ou Claude d'Anthropic dans la vie, il y a aussi des petits modèles en libre accès que des entreprises peuvent installer s'ils ont du pouvoir, de la puissance computationnelle, les modèles Llama, les modèles Mistral et les autres. Il y a aussi des sociétés comme ce que j'ai cité, Replica, Character.ai et d'autres qui ne mettent pas les mêmes filtres et les mêmes contrôles que les grands fabricants des modèles. Et à ce moment-là, oui, il y a des tensions et il y a des conflits. Et la question, c'est comment prévenir d'un côté, et de l'autre côté, s'il y a un conflit, alors qui est responsable? Et là, c'est compliqué. Et ça pose la question de la définition de la responsabilité, d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'est votre thèse que là, il y a vraiment une grande crise éthique que ça produit, et voilà, qui pourrait toucher jusqu'à la définition de... Eh ben non. Ah, eh ben non. Justement, moi je dis toujours, si vous pensez que c'est complètement nouveau, complètement inédit, on ne sait pas quoi faire, vous n'allez pas trouver de solution. Ce que j'essaie de faire de dire dans le livre, c'est que technologiquement, bien sûr que c'est inédit et nouveau. Nous n'avons jamais fabriqué de chatbot aussi puissant. Oui. Moi-même, il y a 10 ans, je n'aurais jamais cru que cela allait être possible. Mais techniquement inédit, ça ne veut pas dire éthiquement inédit, parce que si vous êtes dans cette situation de paralysie, où est-ce qu'elle est, la nouvelle éthique, je ne sais pas. Ça ne pousse pas sur les arbres, vous voyez. Et alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut relier cette situation techniquement inédite à travers alors des motifs communs, ça on va y revenir probablement, avec des interactions des êtres humains que nous avons connus autrefois avec des agents non humains qui nous parlent en notre langue, mais pas les chatbots, mais alors quels agents? Les anges, les démons, les oracles, les dieux, qui sont tous non humains, mais qui nous parlent en notre langue. Et donc tout ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de raconter quelques histoires à propos des agents non humains qui nous parlent, pour ensuite essayer d'en tirer des enseignements, des leçons, pour notre interaction avec les chatbots. Vous voyez, en faisant tous ces détours par les mythes,
peut-être à en apprendre finalement quelque chose sur les chatbots. Mais alors du coup, il faudra définir aussi peut-être, certes, en effet, ce qu'il y a de commun avec la nécessité de l'homme finalement de cette adresse à quelque chose qui est non humain, mais aussi il y a peut-être une différence parce que finalement ces oracles, par exemple, ils sont quand même construits par l'homme. Enfin, les chatbots aussi. Oui, mais c'est pas tout à fait de la même manière quand même. C'est-à-dire qu'un oracle, il renvoie à l'homme qui lui pose la question selon toute une série de codes, éventuellement religieux, culturels. Son propre message sous une forme un peu inversée. Dieu, souvent c'est quand même des règles. C'est comme Elisa. Vous êtes en train de me dire, oh là là, non, mais c'est quand même une machine. Attendez, et un oracle, il a quelques pierres là, mais bon, les pierres ça mange pas. Mais je viens de vous dire, c'est la relation linguistique qui compte. C'est pas la matérialité de la chose. Alors, qu'est-ce que vous en tirez comme, justement, alors ça, je peux vous raconter pas mal d'histoires comme cela, mais dans le livre, il en a plein. Il en a plein. Mais juste pour appuyer encore une fois, si vous voulez, l'importance de la relation, vous savez, il y a une interprétation très étrange d'un verset biblique qui appartient à la mythologie biblique, que beaucoup de gens connaissent très bien, où Dieu envoie devant Adam les animaux et les oiseaux pour que Adam leur donne des noms. Alors, il existe un commentaire rabbinique, qui s'appelle un midrash, un commentaire rabbinique très ancien aussi, sur ce verset-là, qui dit « Avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les envoie devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors, Dieu les a envoyés devant Adam, etc., etc. » Et il faut toujours interpréter le mythe. Mais comment ça, dans le mythe, les anges parlent bien la même langue qu'Adam. Et pourtant, ils n'ont pas su donner de nom. Comment peut-on comprendre cela ? Les anges sont capables de faire un 001, 0000, vous voyez, une sorte de, je ne sais pas, label ou étiquette, mais cela n'est pas un nom. C'est pas la même chose que donner un nom. Et il n'y a que l'être humain, bon, Adam ici symbolise l'humanité, il n'y a que l'être humain qui donne un nom. Donc ça veut dire que donner un nom, on peut interpréter, cela veut dire justement faire entrer l'autre dans son monde, dans sa réalité, établir cette relation dont nous parlons depuis tout à l'heure, en rapport. Certains disent, il y a des gens qui n'aiment pas le mot relation, j'ai déjà entendu cela, qui disent non, c'est pas une relation, c'est un rapport. Pour moi, bon, on peut parler de relation. Et donc, donner un nom, c'est un acte qui, encore une fois, ne dépend pas de votre connaissance du statut ontologique de l'autre. Ontologiquement, ça peut être un oiseau, un oracle, un animal, une machine, tout ce que vous voulez. Mais c'est à travers cet acte linguistique que vous établissez la relation et que l'autre va peut-être vous manipuler ou peut-être vous aider ou peut-être les deux. Et avec les chatbots, c'est les deux. Il y a à la fois de la fascination et de l'inquiétude, de l'utilité et des craintes. Bon, merci beaucoup. Alors, avec tout cela, quelle perspective par rapport à un usage de l'IA vraiment dans un avenir proche ? Et donc, alors on y a répondu en partie, mais la perspective serait-elle de construire de bonnes IA, éthiques par conception ? Faut-il ajouter des règles, notamment pour exclure le langage toxique ? Enfin, je reprends ce que vous dépliez dans votre livre. Et on pensait par exemple en matière de conseils médicaux ou juridiques. Bon, ça signifierait que la machine ne devrait dire que la vérité, ce qui évidemment pose question du point de vue de ce que vous venez de dire, du point de vue de l'IA, mais aussi de ce que c'est que le langage, enfin voilà. Et donc vous y opposez, j'ai trouvé ça intéressant, vous y opposez le contrôle de la vitesse. Donc la question du temps. Donc on pourrait introduire le temps de la réflexion de l'utilisateur, c'est-à-dire de contraindre l'humain par un système algorithmique et non par un appel à la conscience. Bon, ce qui nous a évidemment surprise par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure de la responsabilité. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un mot ? Oui, alors commençons par la deuxième partie de votre question, qui est peut-être la plus difficile. Je vais essayer de vous expliquer ça en 2 points. Premier point, oui, bien sûr, on essaie de mettre des filtres et des contrôles les plus efficaces possibles, que la machine ne dise pas n'importe quoi, de choses immondes ou des conseils non avisés, etc. Et pourtant, il n'est pas possible
de garantir que cela n'arrivera jamais. Et oui. Il n'y a pas du tout de garantie à 100% que la machine ne fera pas de bêtises pour des raisons techniques, mais aussi simplement pour des raisons humaines. Parce que, vous voyez, notre conception du bien et du mal, de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, elle est contextuelle, elle change aussi dans le temps. Voilà, elle a plein d'arguments. Donc, les systèmes d'IA bonnes par conception, ça n'existe pas. Voilà. La démarche qu'on appelle à l'échelle européenne, elle a ce terme éthique par conception. Il faut toujours mettre des guillemets, ça veut dire qu'on essaie de faire des filtres les plus efficaces, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie de bonheur total avec votre système d'IA. Donc, non. Pas de vérité. Et certainement pas de vérité, parce que cette vérité est appréciée, encore une fois, à travers un algorithme statistique de corrélation. Voilà. La machine ne sait pas ce qu'est la vérité. Elle ne sait rien du tout, elle calcule des corrélations. Donc, pour toute fin utile, si vous lui demandez 2 x 2 égale combien, là, elle va vous dire 4, il n'a pas de problème. Mais si vous êtes un hacker très malin, ce qui n'arrive pas à 99% de la population, mais quand même un hacker très malin qui sait détourner, injecter des requêtes bizarres, etc. Il sera toujours capable de faire en sorte que la machine dise n'importe quoi. Donc, pas de garantie. Alors, à partir de là, si vous savez que il y aura toujours des tensions et des conflits, oui, il faut se demander, bon, si je ne peux pas les prévenir par conception, si je ne peux pas faire en sorte que jamais il n'y aura de problème, mais comment maintenant je peux en sortir sachant que la machine n'est pas un agent responsable ? Vous voyez, la responsabilité, elle reste humaine. Et donc, cet utilisateur va projeter la responsabilité, mais il n'y a pas de l'autre côté quelqu'un pour répondre. Tout ça, c'est par projection. Et ma réponse, c'est que il est totalement illusoire de penser qu'on peut protéger dans tous les cas de figure l'utilisateur, mais ce qui n'est pas illusoire, c'est de forcer l'utilisateur à avoir des arrière-pensées, en quelque sorte, des secondes pensées. La projection est spontanée, la projection de la responsabilité est spontanée aussi. Et si on peut forcer à travers la conception, par exemple, de ces interfaces d'interaction sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT aussi, si on peut forcer l'utilisateur à réfléchir un peu plus longtemps, une deuxième fois, sa rationalité va se réveiller. Et il va dire, oh là là, non, mais elle me dit, je sais pas, que je prends le même exemple, que je peux me jeter par la fenêtre et commettre un suicide. Mais dans un deuxième temps, je pense, non, mais c'est juste une machine, elle sait pas vraiment qui je suis, elle calcule. Donc, forcer l'utilisateur à prendre un peu de distance, à prendre de la distance par rapport, et par rapport à son émotion première, à son émotion spontanée. Et c'est ça, la temporalité. C'est ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Picure analytique vise aussi un petit peu quand même à faire vider ça, et en ce moment, ça dure 30 ans. Hein. Donc, si on attend 30 ans la réponse, ça va réduire l'efficacité des IA. Je ne prétends pas avoir une solution, mais je pense que la spontanéité de nos interactions à travers les interfaces avec les systèmes d'IA nous met dans un contexte trop inhumain, trop non humain si vous voulez. Cette vitesse, nos cerveaux ne sont pas tout à fait adaptés à la gérer sur le plan de l'évolution biologique. Vous avez parlé du corps humain, du transhumaniste. C'est cette vitesse qu'il faut artificiellement réduire. Bon, ça fait donc partie des recommandations qui ont été formulées dans le cadre du Comité national pilote d'éthique du numérique. Vous ne serez pas surpris, j'ai été rapporteur. Vous participez, voilà, tout à fait. Voilà, peut-être vous pouvez nous dire s'il y a d'autres recommandations qui vous ont paru décisives, importantes. Ouais, vous savez, il y a eu une petite révolution à la suite de nos travaux au Comité national pilote d'éthique du numérique. C'est que maintenant, dans la nouvelle loi qui depuis l'été dernier régit l'usage et la construction des systèmes d'intelligence artificielle en Europe, règlement à l'intelligence artificielle, ce règlement intègre un nouveau principe éthique.
c'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau principe éthique, hein. C'est vraiment rare. Parce qu'on a tous entendu parler de transparence, explicabilité, non-manipulation, toutes ces choses-là depuis des années et des années. Et bien là, il y a un nouveau principe éthique qui apparaît la première fois dans nos travaux en France. Après, on a fait pas mal de lobbying, quelques politiques nous ont aidés, dans les textes du G7, du groupe de 7, et après dans la loi européenne, aussi dans les textes américains et dans les textes de Corée du Sud, je crois. C'est le maintien des distinctions. Il est très important qu'un contenu généré par un système d'IA puisse être détecté comme tel. Alors, évidemment, à vous, ça paraît complètement indistinguable. À l'œil nu, vous lisez un texte, vous regardez une image, mais derrière, il y a des logiciels. Exactement. Et donc, la loi, le considérant 133 pour ceux qui s'intéressent, désormais dit... Un contenu généré et un contenu créé par un être humain devrait rester distinguable par des moyens de détection par logiciel, hein, donc pas à l'œil nu. Et le problème, c'est qu'on sait plus ou moins techniquement le faire pour les images, on sait plus ou moins le faire pour les vidéos, plutôt bien d'ailleurs, mais pour les textes, c'est très très compliqué. Ça ne marche pas à 100% non plus. Et il y a la question de la voix. Pour la voix, si, on sait faire. D'accord. Ouais, pour la voix, on sait faire. Mais la voix qui va vous sembler à vous très ressemblante, mais techniquement, vous verrez quand même que c'est pas du tout la voix humaine. Mais pour les textes, eh ben non. Il y a beaucoup de sciences, de recherche scientifique à faire, qui reste à faire, mais aussi quelque chose qui, vous voyez, qui est difficile à imaginer pour tous les professeurs dans l'éducation nationale qui reçoivent les dissertations écrites par ChatGPT. Alors, ils demandent qu'on leur donne un logiciel pour distinguer les deux. Et en attendant, parce que le logiciel n'existe pas aujourd'hui, les taux de succès sont trop bas. Mais en attendant, ils font quoi, là, pour anecdote? Vous allez voir pourquoi c'est tellement compliqué. Il y a plusieurs professeurs comme ça qui disent... Oh là là, mais ça m'a l'air d'être écrit par ChatGPT, mais comment est-ce que je peux prouver ça? Allez, je vais lui demander, allez, cher ChatGPT, mais dis-moi, est-ce que tu as écrit cela? Vous voyez les projections, là, comme si c'était un individu avec une mémoire. Oui. Tandis qu'il y a bien une mémoire, mais elle ne s'étend absolument pas aux sessions des autres utilisateurs. Donc, Ouais, bon, c'est passionnant, on pourrait en discuter des heures. Je voudrais une toute dernière question. Bon, pour montrer qu'il y a un enjeu assez important aussi, c'est que toutes ces questions-là d'éthique vont être discutées, notamment, je voulais quand même le citer, le 3e sommet international pour l'action sur l'IA qui est cette année organisé et reçu par la France, qui aura lieu les 10 et 11 février prochain, pardon. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont d'une actualité brûlante. Mais pour finir sur quelque chose d'un tout petit peu léger, je voulais quand même revenir sur... j'ai beaucoup aimé votre passage sur la poésie. Et vous citez notamment quelqu'un qui était aussi quelqu'un qui a été cité par Lacan, René Caillois, qui disait en 65 « En aucun cas l'idéal de la machine n'est de faire de la poésie humaine. L'idéal de la machine serait de la poésie machine. » Et pouvez-vous nous parler justement de ses capacités proprement créatrices? Par exemple, elle fait des métaphores, contrairement là aussi, elle peut produire des métaphores inédites qui n'ont jamais été dites ou écrites. Alors, cette question, elle est très profonde. En fait, il s'agit non pas ici d'éthique de l'IA, mais d'esthétique de l'IA, de l'esthétique de l'IA. Parce que vous savez, la machine est un très bon graphomane. Elle peut vous écrire un poème, elle peut vous écrire 100 poèmes, elle peut vous écrire 10 000 poèmes, aucun problème. Et si vous êtes un bon prompteur, un ingénieur de requête, si vous savez prompter, eh ben, la créativité sera là. Les poèmes ne seront pas complètement triviaux. Hein. Il faut s'y impliquer. Oui, il faut s'y impliquer. Il ne faut pas demander juste fais-moi un poème sur le bonheur de lire Lacan. Non, il faut dire, tu me croises le style de Molière avec Rimbaud, avec un peu de rap, s'il te plaît, et voilà. Donc, et des jeux de mots. Oui, voilà. Et là, ça sera plus intéressant. Mais ça n'est que vous, le lecteur humain, qui pourra dire, oh là là, dans le poème numéro 3, il a une rime fantastique. Et dans le poème numéro 77, il y a un mot incroyable qu'elle a trouvé. Le jugement esthétique, le jugement de la beauté, le jugement de beauté appartient à l'être humain. Et donc, dans le livre, je termine en disant il y a 2 qualités que j'appelle des H-qualités qui restent essentiellement humaines.
qui relève du discernement humain, c'est le beau et le vrai. Parce que imiter le vrai, ça ne veut pas dire vrai, et imiter le beau, c'est pas nécessairement beau. Dernier mot, à propos du sommet, si vous me permettez. En effet, j'organise un side event, comme on dit, un événement lié au sommet des 10 et 11 février, et ce qui me semble, sur un sujet qui me semble très important, parce que vous savez, on parle de l'évolution des métiers, de l'évolution aussi des métiers, bien sûr, des psychanalystes, de tous les autres métiers. On n'a pas peur, hein. Voilà, moi non plus, j'ai pas peur, mais la cognition humaine, pas seulement le comportement humain, bien sûr, mais aussi la cognition humaine, la manière dont fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qu'ils apprennent, nos cerveaux? Comment fonctionne-t-il? Elle va petit à petit aussi changer et évoluer. Pensez aux changements, par exemple, que le livre imprimé a introduit par rapport au livre écrit. Nous sommes toujours humains, d'accord? Comme nous étions il y a 10 siècles, toujours humains, mais nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Et notre corps aussi, presque, hein, parce que tenir exactement. un livre ou savoir lire, ça implique une jouissance de corps. Et là, il y a de nouvelles jouissances de corps qui vont naître. Parce que les interfaces ne sont pas les mêmes. Voilà. Et donc, voilà, ce que je commence avec mes partenaires, nous sommes 20 partenaires internationaux dans ce projet qui commence les 10 et 11 février, c'est une réflexion sur l'éthique de la cognition humaine. Vous voyez, les questions d'éthique liées à la cognition humaine. Pas juste au biais dans les données ou à des choses comme ça, mais vraiment à la manière dont notre cognition va évoluer petit à petit à l'échelle de générations. Et c'est un nouveau projet que voilà, je vais démarrer. On verra bien ce que ça va donner. Très bien. Merci beaucoup, Alexei Greenbaum, pour ces indications décisives pour lire notre époque. Nous poursuivons maintenant avec notre rubrique Actualité de la psychanalyse, qui nous sera présenté par Yves van der Weken. Bonjour Yves van der Weken. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous exercez à Bruxelles. Alors, l'être humain n'a plus le monopole de la parole. Oui. Vous allez nous parler de ce que la psychanalyse peut en dire. Oui, j'ai écouté et lu passionnément Alexei Greenbaum. Et effectivement, les développements de l'intelligence artificielle générative sont vertigineux. Et d'ailleurs, on peut en faire tous l'expérience bluffante quand on utilise les agents conversationnels ou les programmes de traduction. Donc intuitivement, je ne peux que partager l'idée, pour ma part intuitivement, que ça va déterminer une nouveauté radicale dans la condition humaine. C'est ça. Alors dans ce contexte, quid de la psychanalyse? Quelles incidences sur sa doctrine? Quelles incidences sur sa pratique? Oui, il semble qu'il ne soit plus évident qu'il n'est pas ou qu'il ne sera pas possible de faire une psychanalyse avec un robot géré par des algorithmes de deep learning. Lacan a beaucoup fait pour rappeler que faire une psychanalyse est une pratique de parole et qu'il faut situer cette pratique de parole dans le champ du langage. Or, nous avons maintenant des outils conversationnels et de production de langage. Donc on peut en effet se poser la question. Oui, mais à mon avis, et c'est ce qu'Alexei Greenbaum a rappelé, il ne faut pas effacer que tout le processus de l'IA repose sur le calcul, oui. Donc sur des lois du symbolique. Sa puissance est dorénavant inégalée et infinie, mais l'infini reste, nous le savons par Cantor, dans le registre de la du comptabilisable. Voilà. Alors, vous rappeliez que la production de sens de l'IA est une illusion. Or, l'être parlant, comme dit Lacan, donne de la signification à tout. Y compris donc, c'est dans sa la relation, maladie. vous disiez, y compris donc à l'IA qui participe ainsi, avec toute sa puissance et tous les fantasmes qu'elle charrie, à alimenter ce leurre du sens. Or, je pense que Caroline a évoqué cela, une psychanalyse, c'est précisément, je dirais, traverser les méandres infinis des significations qui donnent en quelque sorte corps à notre être, pour un peu se délester du pouvoir d'aliénation qu'elles ont sur nos vies. Oui, on en parlait en effet, le leurre de l'IA est puissant. Vous lui parlez, vous pensez lui parler plutôt, vous lui parlez, vous pensez qu'elle vous parle, en fait elle ne fait que calculer.
Elle ne travaille même pas avec les mots, mais sur des unités plus petites, donc les tokens dont vous avez parlé, donc je dirais du symbolique pur et des probabilités pures. Lacan s'est intéressé, on le sait, à la cybernétique et aux algorithmes très tôt. Il en a même produit dans le champ de la psychanalyse pour situer, par exemple, comment une psychanalyse débute. C'est ce qu'il a appelé l'algorithme du transfert. Cela a été un moment son idéal, d'essayer de produire des algorithmes. Et même au-delà de cet algorithme du transfert, plus proche de la logique des tokens, vous l'avez évoqué un peu, Lacan a démontré que dès qu'on organise à minima une suite aléatoire, comme pourrait l'être, par exemple, ce que vous dites en analyse quand vous suivez la règle dite de l'association libre, de dire tout ce qui vous passe par la tête sans sélection. Dès que vous organisez à minima cela, eh bien, des règles et des impossibles surgissent à cette suite aléatoire. Lacan démontre ainsi que, je vous dirais, les paroles qui vous ont marqué déterminent, fixent vos symptômes, votre mal-être, selon des lois qui sont propres au langage. Par des combinaisons, non pas avec des significations, mais avec des bouts de signifiants. Et que c'est par là que les symptômes se forment et s'articulent. C'est ce qu'on appelait l'inconscient structuré comme un langage. Et donc, à ce niveau-là, une logique symbolique, déchiffrable, calculable, est à l'œuvre, même si ça se couvre, je dirais, d'un sens supposé que vous y fourriez tout à la recherche de la vérité cachée de vos symptômes. Soit dit en passant, nous ne sommes pas étonnés comme psychanalystes ni troublés que l'IA apprenne visiblement aussi à mentir ou à tromper. Ça nous semble propre au champ des effets de sens, ou en tout cas c'est propre au champ de la vérité, qui répondent, le champ de la vérité, eux, à cette logique du signifiant. Et tout calcul est du registre des petites lettres du signifiant. Voilà, on peut tout faire dire à l'appareil signifiant. Voilà. Oui, mais le grand constat que la psychanalyse tire de sa pratique, c'est que chez l'être parlant, tout ne relève pas de cette logique bête, comme dit Lacan, du signifiant. Il y a, et ça répond à la question de la relation, je pense que vous évoquiez, il y a ce que produit cette logique dans le champ propre de l'humain. Une chose, a dit Lacan, un objet qui, lui, ne trompe pas quand on y bute, même si c'est un objet qui ne s'appréhende pas facilement. Alors Lacan a essayé d'attraper cet objet de diverses façons, à travers l'angoisse, par exemple. Là, quand vous êtes angoissé, ça ne trompe pas. Ça ne se calcule pas, comme on dit maintenant, je te calcule. Il en va de même, d'ailleurs, concernant le désir. Que suis-je pour l'autre à qui je parle ? On voit que c'est les questions qui se posent quand on dialogue avec la machine. Qu'est-ce que je vaux pour lui ? Que pense-t-il de moi, cet autre ? C'est toujours une énigme. Et il en va de même pour ce qui nous fait jouir. C'est toujours bancal. Bref, ce qui intéresse la psychanalyse, c'est la résonance que tout cela produit dans le corps. Et ça, cette résonance-là, elle sort de tout calcul. Et d'évidence, d'ailleurs, il y faut un corps, donc du vivant, ce que la machine n'a pas. Alors, on peut aborder ces questions par le biais de l'interprétation. Oui, c'est l'opération du psychanalyste, on sait ça, c'est d'interpréter. Mais nous savons aussi, comme psychanalystes, que si l'interprétation ne se situe qu'au niveau des effets de vérité qu'elle produit, eh bien, ça tourne court. Voilà. Ces effets doivent aussi emporter justement cette résonance qu'avec des mots, elle produit au niveau du corps. Oui. Et cet effet-là, comme psychanalyste, vous ne pouvez jamais le calculer, ni d'ailleurs le reproduire. Il est toujours propre et singulier à ce qui se produit entre l'analysant et le psychanalyste. Une interprétation, si vous voulez, ne produit son effet que parce qu'elle est dite par ce psychanalyste-là, à cet analysant-là, et dans sa langue privée à lui, à l'analysant. Donc. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne comprend jamais bien les effets d'une interprétation de l'extérieur de la cure, de même qu'il n'y a jamais deux interprétations identiques. Vous aurez beau, dès lors, me semble-t-il, computer toutes les interprétations qui ont opéré, il s'en dégagera peut-être une logique que la machine pourra reproduire comme une technique,
Mais l'interprétation, justement, elle ne relève pas d'une technique. Alors on rétorquera que l'IA peut désormais produire de l'aléatoire. Mais l'interprétation, elle n'est pas aléatoire, justement. Elle est singulière et elle ne vaut pas en dehors du champ du transfert, comme nous disons, où elle s'énonce. S'il y a un calcul de l'interprétation, elle ne se calcule pourtant pas, on pourrait dire. Il n'y a pas d'algorithme de l'interprétation parce que justement, elle est prise dans cette dimension humaine qui excède tout calcul. Alors comment donner corps à ce qui différencie à jamais la machine et l'humain ? J'ai mis intéressant mais passionnant roman de Benjamin Labattu, Maniac, je ne sais pas si vous l'avez lu. On parcourt dans ce roman non seulement les rencontres avec l'angoisse, voire les déclenchements psychotiques des scientifiques les plus novateurs quand ils atteignent au bout de leur logique de calcul ce point justement où le trou qui y échappe. Mais on assiste aussi à la rencontre du grand maître du jeu de Go. Semble-t-il que c'est le jeu le plus abouti dans le registre de l'aléatoire, avec l'ordinateur. Sans surprise, sauf celle du maître qui lui était certain de gagner, la machine finit par le battre, produisant des coups dont, selon les experts, lui seul le maître était capable, dans leur dimension justement aléatoire. Mais ce qu'on voit, c'est le vacillement subjectif du maître dans son rapport à la machine, dans la relation à la machine, justement. La pensée qu'il combat une machine avec une puissance de calcul infinie finit par l'envahir. C'est cette pensée qui porte donc sur le désir supposé à l'œuvre dans la machine qui l'angoisse et qui finit par le faire perdre pied et abandonner d'ailleurs à tout jamais le jeu de Go. Dans les premières parties, face aux coups inédits et géniaux du maître, la machine se met à débloquer. Mais elle corrige le défaut après, en intégrant ses coups à ses calculs, ce qui produit d'autant plus l'angoisse du maître. Donc on pourrait dire, je me risque à cette formule, que la machine bug, mais que le maître angoisse, ce qui n'est à mon sens absolument pas la même chose. Et c'est ce point-là précisément que la psychanalyse traite, c'est à ça qu'elle s'affronte. C'est son objet, voilà. Et c'est un objet qu'aucune machine ne pourra rejoindre. La machine ne pense pas, elle n'a pas de subjectivité, sauf celle qu'on lui projette. Elle calcule. C'est d'ailleurs, on peut dire, le fait qu'elle n'ait pas de subjectivité et qu'elle calcule, ce qui alimente les fantasmes, et même peut-être le réel, que c'est un monstre froid, justement. Dans le domaine du calcul, il me semble que c'est plié. Nous sommes à jamais dépassés par la machine, mais dans le champ du désir, de l'angoisse et de la jouissance, ça, c'est ce qui est propre à l'être parlant, comme dit Lacan. Je dirais que c'est notre faiblesse par rapport aux puissances de calcul, mais c'est aussi la singularité, le à nul autre pareil de l'être parlant. Alors face à cette puissance, la psychanalyse est mince, fragile. On n'est jamais sûr de la possibilité d'assurer sa fonction, mais elle est aussi, on pourrait dire, le seul poumon artificiel qui inscrit encore une respiration dans ce monde du calcul et de la surveillance qui s'annonce. Justement parce qu'elle fait son objet de ce qui n'en répond pas, et ceux qui en font l'expérience ne s'y trompent pas, on pourrait dire. Donc, il me semble que toute tentative de psychanalyse avec une machine d'intelligence artificielle sera toujours une psychanalyse artificielle. Bien, merci beaucoup Yves van der Weken. Cette émission est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouveau Studio Lacan.